Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 22 h, bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici les titres. Le Premier ministre a présidé aujourd'hui une réunion de haut niveau concernant la pandémie de la Covid-19. Et aux États-Unis, 300 000 morts supplémentaires pendant la pandémie. Bonsoir à tous. Djibouti concrétise sa volonté d'acquérir son propre satellite. L'ambitieux projet de développer son propre satellite que sous la houlette et l'impulsion directe de son premier magistrat, le président de la République Ismaël Omar Guelleh, Djibouti s'était précédemment fixé et prend définitivement forme. Une pépinière de 10 étudiants djiboutiens accompagnés du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, se trouvent depuis une semaine à Nîmes en France où ils entament la première phase d'un cursus spécialisé dans le domaine de la conception, de la réalisation et du maniement des nanosatellites. D'une durée de 6 mois, cette première formation purement théorique à l'IUT de Nîmes débouchera pour les étudiants djiboutiens sur un stage pratique à suivre au Centre spatial universitaire de Montpellier. À terme, ces étudiants djiboutiens sont censés disposer d'une maîtrise parfaite des connaissances relevant de satellites qui vont de l'assemblage et test de véhicules spatiaux au développement des systèmes spatiaux. C'est la réalisation d'un observatoire fort utile à la collecte de données sur le climat, condition entre autres propice à une exploitation judicieuse de ces ressources naturelles qui est l'origine de la volonté djiboutienne d'acquérir son propre satellite. La formation d'étudiants djiboutiens en satellite à l'IUT Nîmes et au Centre spatial universitaire de Montpellier est loin d'être anodine. Ce choix procède donc du fait que ce dernier institut fasse office de leader dans ce domaine à l'échelle planétaire et mondiale. Avec l'envoi en France de la première promotion d'étudiants djiboutiens en nanosatellites, il y a lieu de reconnaître que la convention de partenariat stratégique entérinée entre notre pays et le Centre spatial universitaire de Montpellier est désormais en passe d'acquérir une véritable vitesse de croisière. Il s'agit là d'un partenariat fructueux qui doit indubitablement son succès à son concepteur principal, en l'occurrence le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh, dont l'idée novatrice a été mise en œuvre par notre ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et le directeur du Centre spatial universitaire de Montpellier, Laurent Dussault. La République de Djibouti a procédé aujourd'hui, mercredi, à une fermeture de ses frontières terrestres, et ce pour une période de 15 jours. Cette mesure, annoncée dans un décret présidentiel émis hier mardi, est adjointe d'une décision capitale, celle où la fermeture des frontières porte uniquement sur les personnes physiques et non sur la circulation des biens et des marchandises. La décision de fermer nos frontières terrestres à valeur de monture nouvelle dans l'élan avant-gardiste et de vigilance maximale auquel souscrit délibérément sous l'égide du président de la République et notre gouvernement depuis l'apparition de la pandémie du Covid-19. Les ministres de la Défense, de l'Intérieur et de la Santé sont en charge de l'exécution des mesures édictées dans le présent décret qui est entré donc en vigueur hier mardi 20 octobre 2020. Ce présent décret abroge toutes les dispositions contraires contenues dans le décret numéro 2020/145 portant modification du décret numéro 2020/80 portant levée partielle des mesures exceptionnelles de prévention contre la propagation de la Covid-19. Il y a lieu de signaler que cette mesure de fermeture de nos frontières terrestres intervient à un moment où donc notre pays enregistre une légère augmentation du nombre de cas positifs à la Covid-19. Et après que certains pays aient enregistré une augmentation de Covid-19 et suite au décret présidentiel du 20 octobre 2020 stipulant la fermeture de nos frontières terrestres, une réunion de haut niveau s'est tenue ce matin au Palais du Peuple, présidée par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed. Cette réunion a vu la participation des départements ministériels concernés. Cette assise a permis de mettre en place des mesures en adéquation avec la mise en place de cette fermeture de 2 semaines de nos frontières terrestres. Néanmoins, ne sont pas concernés par cette mesure la circulation des biens et marchandises, comme l'indique le décret du 20 octobre 2020. Et dans un mot prononcé à cette occasion, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a rappelé les causes ayant conduit à la fermeture de nos frontières. On l'écoute. Nous avons constaté
que depuis quelque temps, il y a aux frontières terrestres de notre pays, parce que les frontières aériennes, ce n'est pas beaucoup. Et puis les frontières aériennes, on les contrôle. Tous les passagers sont soumis aux tests de Covid, y compris pour les frontières terrestres. Mais les frontières terrestres, où avant il y avait presque 0 cas. 0 cas, ou un cas sur le 20, sur 60 personnes ou 100 personnes, il y avait un cas, où on avait 0 cas. Là, on a eu plus de la moitié des passagers qui sont rentrés à l'Oyada étaient positifs. C'est-à-dire dans le 30 personnes sur le 47 passagers. Donc là, quand même, ça a attiré notre attention pour dire, c'est quand même un signal fort pour dire, attention, si ces gens-là rentrent dans le pays, ça risque d'être très grave. Donc, on a pris des mesures urgentes. C'est vrai que la fermeture des frontières est du domaine de la loi. C'est la loi qui doit fermer les frontières. On donne un délai aussi. Là, nous avons essayé de respecter un cadre réglementaire en passant par le décret, puisque toutes les fermetures des frontières, toutes les levées partielles de la fermeture sont passées par décret. Et donc, nous avons respecté ces procédures qu'on a adoptées dès le début, et nous avons fermé ces frontières par décret. Ce sont des frontières terrestres uniquement, pas les frontières aériennes. Et comme c'était une mesure d'urgence, on n'avait pas un délai pour appeler la population à rentrer très rapidement. Donc, ce qui fait que nous avons eu quelques désagréments depuis hier, puisque les Djiboutiens qui étaient à l'extérieur s'émassent à la frontière terrestre et qui disent on veut rentrer dans notre pays puisque les frontières sont fermées. Aujourd'hui, nous nous trouvons devant ces cas-là et ce que je veux tout simplement à ce que les tests soient faits dans les 24 heures. C'est-à-dire on fait le prélèvement quand les gens arrivent sur place. Moins de 24 heures après, on doit leur donner les résultats. Et nous allons prendre en charge les repas de 24 heures, les 3 repas. Voilà comment nous avons décidé. Et en plus, ce décret est limité dans le temps. C'est un décret qui dit fermeture des frontières pour 15 jours, à compter d'hier, à compter de la signature. Et toujours au Palais du Peuple, outre la réunion de haut niveau sur la Covid-19, donc le Premier ministre a présidé une réunion axée sur la lutte contre le travail illégal dans notre pays. Plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre du Travail, de la Défense et des Affaires étrangères, les responsables de l'inspection du travail de la NEFIP, du directeur de la police nationale ainsi que de hauts cadres ont participé à cette réunion. Les discussions ont porté sur la lutte contre les emplois illégaux occupés soit par des Djiboutiens, soit par des étrangers. Il a été constaté que certains employeurs utilisaient cette main-d'œuvre qui travaille sans protection et sans garantie de rémunération adéquate. Et pour lutter contre ce fléau qui nuit gravement à la sécurité du travail dans notre pays, le gouvernement, par le biais du ministère du Travail, a mis une stratégie en place pour réduire le travail illégal. Et il faut savoir que beaucoup d'entreprises qui exercent leurs activités sur le territoire national ne sont pas conformes d'abord sur les étrangers, mais également sur les nationaux, parce que soit ils les sous-déclarent, soit ils ne les déclarent même pas. Donc maintenant, ce plan stratégique nous permettra de voir comment il y aura une évolution. Et nous allons mettre en place un système d'information, de gestion de l'emploi qui nous permettra de voir l'évolution de l'emploi en République.
En Nouvelle Nationale toujours, le siège de la Caisse populaire d'épargne et de crédit de Djibouti a abrité ce matin une cérémonie de lancement officiel du crédit aux pêcheurs nommé DERAC. Cette cérémonie placée sous le patronage du ministre de l'économie et des finances, du gouverneur de la Banque centrale en collaboration avec l'ADDS. Une journée donc symbolique pour les acteurs de la mer et du littoral qui vont dorénavant bénéficier d'un crédit pour mener à bien leur mission. En d'autres termes, cette initiative qui du crédit DERAC propose de soutenir, de pérenniser et de rajeunir le patrimoine de pêche. Il convient de souligner que ce crédit accordé aux pêcheurs est remboursable sur 30 à 48 mois. Ce financement du Fonds international de développement agricole à travers le ministère de l'Agriculture va donner impulsion nécessaire aux activités du sous-secteur à travers ce crédit approprié, rappelant que la CPEC est un véritable instrument financier pour les micro-entreprises. Aujourd'hui, avec le crédit DERAC, la CPEC se lance dans le financement rural des lignes de crédit pour la pêche artisanale. Inutile de rappeler, les CPEC ont été lancés en 2008, je crois, et en 2011 par le gouvernement de la République de Djibouti. C'était un petit peu pour améliorer les conditions des populations les plus défavorisées, et surtout les gens qui vivent dans les zones rurales. C'est vrai qu'après 10 ans de service, nous pouvons dire que les CPEC ont le mérite d'exister, car elles répondent à un besoin réel. Quel est ce besoin réel? C'est mettre à la disposition des gens un crédit financier flexible, adapté. Et lorsqu'on parle aujourd'hui le crédit DERAC, c'est un crédit, bon, pourquoi on l'a dénommé DERAC? C'est un crédit adapté à la pêche. Vous savez que dans le passé, même pendant ces 10 années de service de CPEC, il n'y avait pas beaucoup de pêcheurs qui ont bénéficié des services de CPEC. Parce que le CPEC a un petit peu été, bon, on peut dire une méconnaissance du secteur, mais réticent à la pêche. C'est vrai qu'il faut dire pourquoi, parce que la pêche est un secteur aléatoire. C'est-à-dire que si je m'explique un petit peu, aujourd'hui un pêcheur il va à telle zone, il va pêcher en 200 kg à 400 kg. Le lendemain matin, il retourne même zone, il ne va pas trouver les 200 kg, il va peut-être pêcher 40 kg. Et de son côté, le directeur général de la CPEC de Djibouti s'est réjoui de la mise en place de ce microfinancement pour les pêcheurs djiboutiens. On l'écoute. La promotion donc, de la croissance et du développement des diversifications des différents secteurs et bien sûr favoriser l'intégration socio-économique et les plus démunis par la création de l'emploi. Bien sûr, tout ça en vue de la meilleure bancarisation de la population djiboutienne. Ainsi, donc, dans cet environnement socio-économique mondial qui est devenu très difficile, surtout après cette crise sanitaire de Covid, plusieurs de nos membres ont été impactés par ces Covid, dont les pêcheurs. C'est dans ce cadre que la CPEC de Djibouti, donc, en collaboration avec l'ADDS, les directions de la pêche, avec les PRAREF, lance ces produits, donc des crédits DERAC, donc du nom du poisson dorade. Dans ce cadre-là, normalement, il y a la CPEC de Djibouti et la CPEC du Nord qui ont été choisis pour financer ce projet du moment qu'ils sont sur le littoral de Djibouti. Écoutons à présent l'intervention du gouverneur de la Banque centrale de Djibouti, M. Ahmed Osman. Aujourd'hui, c'est un grand jour et je vous remercie tous d'avoir pris de votre temps pour accompagner le lancement de ce nouveau produit DERAC qui vient enrichir la gamme de produits que les CPEC développent sur Djibouti. Les CPEC, je ne vais pas vous fatiguer, mais mon collègue Omar a bien parlé de ce qui se passe dans les CPEC. C'est leur mission. Ce sont des institutions de microfinance qui ont été développées depuis maintenant une douzaine d'années pour permettre à ceux qui sont écartés du système financier, qui sont représentés aujourd'hui très fortement par les représentants de 2 grandes banques de la place, de rentrer et d'avoir accès aux ressources financières pour pouvoir faire quelque chose et de sortir un peu du secteur de l'informel et de grandir avec les CPEC. On peut dire aujourd'hui que la CPEC, avec ses produits, franchit un cap supplémentaire dans la gamme de produits qu'elle propose, en lançant ces produits assez novateurs qui permettra donc aux pêcheurs d'avoir un accès au financement.
Et enfin, clôturons la série des interventions. Le ministre de l'économie et des finances, Yann Moussa Daoualé, s'est réjoui donc de sa participation à cette cérémonie et a félicité la CEPEC pour le travail accompli. Je ne vais pas être long comme beaucoup avant moi l'ont également fait. Je voulais juste ici féliciter l'ensemble de partenaires qui ont réalisé cet événement qui nous permet aujourd'hui d'aller à notre étape du développement des micro-entreprises, du microcrédit, du microfinance en République de Djibouti. C'est une très bonne chose parce que ça nous permet de venir en soutien, en accompagnement avec ces artisans, ces micro-entreprises, ces entreprises personnelles, pour générer des revenus, pas seulement pour mieux vivre, mais également pour permettre également autour d'eux, non seulement en créant quelques emplois, mais également de pouvoir contribuer au développement de Djibouti. On sait très bien que le taux de pauvreté à Djibouti reste encore assez élevé, même si nous avons constaté durant toutes ces dernières années, décennies, une baisse sensible, ce n'est toujours pas suffisant. Et donc, une bonne partie de notre population, de nos compatriotes, reste encore dans des conditions de vulnérabilité. On sait également que les conditions, ou en tout cas cette culture ancienne chez nous, a toujours eu comme préférence quelques opportunités plutôt dans l'administration, à croire plutôt dans l'État, y compris pour l'emploi, y compris pour... en tout cas, tout est autour de l'État. Or, nous voulons changer ces paradigmes. Nous souhaitons voir de plus en plus d'initiatives privées. Nous souhaitons libérer les énergies, pas seulement pour les jeunes entrepreneurs, pour lesquels nous avons beaucoup, en tout cas, de réponses et de solutions à l'avenir, comme nous sommes en train de travailler, mais également pour les petites et très petites entreprises artisanales. Enfin, donc, dans la série des réactions, notre équipe a recueilli les impressions donc, du directeur général de la CEPEC, Omar Ibrahim, qui est revenu donc, sur le pourquoi de ce crédit et qui a rappelé les rôles et missions de la CEPEC. C'est un crédit qui est destiné aux pêcheurs. Cette importante cérémonie était destinée officiellement à remettre des crédits à ces pêcheurs sous forme de matériel, donc de moteurs de pêche essentiellement. Donc elle s'est déroulée au sein de la CEPEC de Djibouti, donc sous l'égide du gouverneur de la Banque centrale, du ministre de l'économie, M. Elias Moussa Daoualé, donc en lieu présent de plusieurs partenaires, donc le PNUD, la représentante des Nations Unies, etc. La CEPEC, c'est une institution de microfinance qui a été créée en 2008. Elle est destinée pour les personnes vulnérables, exclues du système bancaire classique. Donc ces personnes qui n'ont pas accès à ces finances, donc essentiellement ce sont des membres comme les pêcheurs, qui bénéficient de ce type de crédit. Donc ces programmes, donc Crédit d'Irak, visent essentiellement à permettre à ces personnes d'acquérir des barques, des moteurs, des filets, etc. pour qu'ils puissent subvenir à leurs besoins et sortir de la pauvreté, bien sûr, pour qu'ils puissent développer une activité génératrice de revenus. Donc, rappelons que l'objectif principal de la CEPEC est de promouvoir l'inclusion financière et la bancarisation de la population djiboutienne en tant qu'institution de microfinance. Donc, dans notre rôle de mobilisateur de l'épargne et la redistribution de microcrédits. Donc, la microfinance est un puissant instrument qui permet qui permet de la lutte contre la pauvreté et bien sûr pour sortir des personnes assez vulnérables pour qu'elles puissent développer une activité génératrice de revenus.
Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle Moustapha Mohamed Mahamoud a présidé ce matin une cérémonie de lancement des formations en licence professionnelle dans 2 spécialités. La cérémonie s'est déroulée au LIC en présence du secrétaire général du MENFOP, du directeur général de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, de l'inspecteur général ETFP ainsi que des hauts cadres du MENFOP. Dès son arrivée, le ministre de l'Éducation nationale a été accueilli chaleureusement par le proviseur du LIC ainsi que par les personnels et les enseignants. À noter que les bacheliers professionnels suivront pendant 3 années une formation en commerce international et une formation en logistique et transport. Rappelons que ces 2 formations en licence professionnelle s'inscrivent dans le cadre des ateliers Louban de Djibouti inaugurés en mars 2019 par le président de la République. Au total, une 50aine d'étudiants ont entamé la formation en licence professionnelle dans le domaine du commerce international et logistique transport en partenariat avec le premier lycée commercial de Tuanyin en Chine. Et dans la foulée, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a supervisé la rentrée des étudiants en technique ferroviaire en 2 spécialités, l'ingénierie ferroviaire et l'exploitation ferroviaire en licence professionnelle. Donc il y aura un contrôle en cours de formation, suivi d'une évaluation de chaque module et une évaluation certificative à la fin de chaque formation. En guise de conclusion, je remercie vivement le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, d'œuvrer fortement pour la valorisation de la formation professionnelle, qui constitue un pilier important pour le développement économique. Je remercie également son Excellence, Monsieur le ministre de l'Éducation, Monsieur Moustapha Mohamed Mahamoud. Et dans le cadre de sa tournée dans les régions à l'occasion de la journée mondiale d'alimentation, le ministre de l'Agriculture, Mohamed Ahmed Awali, accompagné d'une forte délégation, a clôturé sa visite dans la sous-préfecture de Dora, de la région de Tadjoura. Une sous-préfecture éloignée où les efforts du gouvernement, notamment du ministère de l'Agriculture, sont palpables pour trouver des solutions et améliorer l'accès à l'eau avec la réalisation de plusieurs forages. Le ministre a constaté l'état d'avancement des travaux des forages de Otoy et Balho réalisés avec le ministère de l'Agriculture dans cette sous-préfecture de Dora, un secteur éloigné, plus proche donc de la frontière avec l'Éthiopie. Et le ministre s'est rendu dans la plaine de Doda, à la sortie du village de Dora, pour visiter le forage de Otoy, où il a été accueilli par l'ingénieur Baragoita Saïd, le sous-préfet Abdallah Kamil, les élus et la population de ce secteur. Les travaux du forage d'Otoy avancent. Et cette visite intervient après le succès du forage de Madgoul avec un débit conséquent qui désormais alimentera toute la population du secteur. Le ministre a discuté également avec les techniciens du forage qu'il a encouragés pour accélérer la finalisation des travaux. Il a aussi profité de l'occasion pour visiter la retenue de Otoy qui est en hausse grâce aux dernières précipitations et qui alimente les familles et les bétails. Par la suite, la délégation conduite par le ministre a pris la direction du village de Balho au chevet des techniciens, donc pour forer le puits très attendu par la population. Suivi par le basalt escori, et si tout allait bien, la formation on prélève selon le kitting. Donc on interprète l'échantillon qu'on avait prélevé. Une fois qu'on s'assure s'il y a la formation, ça change. Et pratiquement c'est pareil pour dans l'ancien forage. On a une même formation qui est assurée. Et après les visites, le ministre et sa délégation ont tenu une réunion de proximité avec les notables du secteur. Les notables ont remercié le ministre de l'Agriculture, Mohamed Ahmed, pour sa visite à Balho et ont transmis leurs doléances et préoccupations. Les discussions ont porté essentiellement sur l'amélioration de l'accès à l'eau et la santé du bétail. La réunion qui a vu la participation des autorités de la région, et dans sa réponse lors de la réunion avec les notables et élus de Balho, le ministre a d'abord remercié la population pour son accueil. Il a également indiqué qu'il avait tenu à organiser cette réunion pour être donc à l'écoute des doléances afin de trouver des solutions rapides pour améliorer surtout ce secteur éloigné des centres des décisions. Le ministre a promis que les travaux de forage de Otoy et Balho seront rapidement finalisés. Les techniciens fourniront donc le maximum d'efforts. Il a aussi promis qu'il sera réalisé à Mounkour un choix qui émane de la population et des autorités et élus locaux.
Le directeur de l'eau, Saïd Kherré, qui supervise donc les travaux du forage de Balho, a souligné dans son intervention que son département allait redoubler d'efforts pour améliorer l'accès à l'eau dans la sous-préfecture de Dora. On fait une semaine de tournée et ce matin nous sommes passés par le forage de Haute-Oeil, le forage de Malaho et le forage de Balho. La population a évoqué énormément les problèmes de soif. Et pour Balho, effectivement, c'est question de jours. Nous sommes actuellement à 100 mètres de profondeur. Il faut aller jusqu'à 300 mètres de profondeur. Et pour les forages de Malaho, l'équipe a été mise en place et le contrat a été donné pour la réalisation des réservoirs, des abreuvoirs. Et rapidement, d'ici 2 semaines, une potence va être mise en place pour alimenter en attendant le village de Malaho et l'école de Balho aussi. Garabtistan, le manque d'eau a été évoqué et la solution qui a été proposée pour les gens de Garabtistan ou de Markalou, c'est une fois que le forage de Balho sera terminé, une conduite sera mise en place pour alimenter la population de Garabtistan. Dans l'actualité également, le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Younis Ali, a participé hier mardi par visioconférence aux travaux du 22e Forum africain de l'énergie, le FAE, avec pour thème diriger l'Afrique à travers la 5e révolution industrielle. Cette édition 2020, qui réunit l'ensemble des ministres de l'énergie du continent, se veut être une plateforme de réflexion concrète pour aider l'Afrique à faire face aux conséquences socio-économiques de la pandémie de la Covid-19. Et pour ce faire, les différents responsables politiques africains du secteur de l'énergie sont conviés lors de ce forum à débattre dans une table ronde autour de la question sur comment diriger l'Afrique à travers la 5e révolution industrielle et amener ses investissements inclusifs sur le continent. Et dans un discours prononcé donc à cette occasion, le ministre de l'Énergie a affirmé que la 5e révolution industrielle exploitera l'innovation et la numérisation de tous les secteurs qui transformeront les processus traditionnels de développement de toute nation. On l'écoute. Je suis ravi de prendre part à cette table ronde d'aujourd'hui, ministérielle sur l'énergie en Afrique, qui se tient dans un contexte inédit en raison des contraintes issues du Covid-19. C'est donc une vidéoconférence, par vidéoconférence je vais dire, que nous allons poursuivre notre travail dont le thème choisi cette année est diriger l'Afrique à travers la 5e révolution industrielle. En effet, nous savons de ce qui est convenu de qualifier la 5e révolution industrielle exploite l'innovation et la numérisation de tous les secteurs qui transformeront tous les processus traditionnels. L'avantage de ce changement mondial est la suppression des contraintes liées au temps et à la géographie. Selon les études les plus récentes, la digitalisation participerait à la réduction du délestage. L'industrie de l'énergie pourrait ainsi gagner en productivité, efficacité et sécurité. C'est particulièrement valable pour le solaire photovoltaïque et l'éolien, dont les profils de production est variable. Cela permettrait une grande pénétration des énergies renouvelables dans le réseau. Ainsi, les technologies digitales pourraient aider à intégrer une plus grande part d'énergie renouvelable dans les réseaux en faisant mieux correspondre la demande d'énergie avec les ressources solaires et éoliennes. Par conséquent, vous comprendrez, chers conférenciers, que mon pays, Djibouti, est sur le point de lancer les travaux de construction d'un parc éolien de 60 MW et d'un parc solaire de 30 MW. Suit cette innovation avec beaucoup d'intérêt.
Et enfin, pour clore l'actualité nationale, comme chaque année, le ferry Mohamed Burhan Qassim refait coque neuve, mais malheureusement accuse un retard sur sa reprise de service pour cause de confinement mondial. Bien entretenir un bateau doit être considéré comme un investissement et non comme une dépense, a déclaré le directeur général des affaires maritimes. Le fait est que cela va prolonger autant que possible la durée de vie du navire et de ses équipements pour en profiter plus et mieux pendant la navigation. Et pendant la période de l'été, chaque année, le ferry en cale sèche pour le redorer de la nouvelle peinture de anti-fouling, de l'anti-rouille pour le protéger de corrosion principale prédateur du métal. Le ferry donc reprendra du service le mercredi 28 octobre prochain. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale. 300 000 morts supplémentaires aux États-Unis pendant la pandémie. La surmortalité liée à la pandémie de Covid-19 aux États-Unis a été de 300 000 personnes selon une étude du Centre de prévention et de lutte contre les maladies publiée hier et qui confirme que le bilan officiel d'environ 200 000 morts sous-estime l'impact réel du virus. Les 100 000 décès supplémentaires pourraient être des morts qui auraient dû être attribuées au coronavirus mais ne l'ont pas été en raison d'une erreur du diagnostic ou de l'absence de tests. Au total, des études avaient été montrées que la pandémie avait augmenté le nombre de morts aux États-Unis d'environ 20% par rapport à la mortalité attendue cette année, mais les disparités raciales sont très importantes comme tout ce qui concerne la santé. Et enfin, sport, pour clore cette édition, le Paris Saint-Germain, finaliste sortant de la Ligue des Champions, s'incline pour son retour dans la compétition européenne. Score final 2-1 pour Manchester United. Bruno Fernandes avait ouvert le score sur penalty à la 23e minute. Les Parisiens sont revenus au score grâce à un but contre son camp du Français Martial, mais c'est Marcus Rashford à la 87e minute qui enterre les espoirs du PSG grâce à une frappe croisée. Le FC Barcelone a réussi son grand retour en Ligue des Champions en surclassant Ferencváros 5-1 grâce notamment à un brillant Lionel Messi mardi pour la première journée. La Juventus d'Andrea Pirlo a réussi quant à elle ses débuts en s'imposant 2-0 grâce à un doublé d'Alvaro Morata sur le terrain de Dynamo Kiev malgré l'absence de sa star portugaise Cristiano Ronaldo. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Télé Djibouti.